Bonjour, je suis Léandri Jetsa et bienvenue dans cette deuxième édition du African Cities Round 2. Les villes africaines sont des centres de croissance urbaine relativement importantes qui abritent aujourd'hui plus de la moitié de la population globale du continent. Et selon les diverses estimations, on estime que cette population pourrait doubler d'ici les 30 à 50 prochaines années. Au vu de cette croissance importante, de nombreux défis et challenges se posent qu'il est important de tourner en opportunités à travers des innovations frugales qui répondent localement aux défis de nos villes. Le African City Round 2 est dans une série documentaire qui donne la parole à différents acteurs sur le continent pour dresser ensemble une vision commune et partagée de la ville africaine de demain qui se veut plus durable, résiliente et inclusive. Alors, architectes, urbanistes, designers, artistes ou encore citadins, le African City Round 2 vous donne la parole pour dresser un état des lieux des challenges dans nos villes et jeter un regard prospectif sur la ville africaine de demain. Nous observons quelque chose d'extraordinaire sur le continent africain. Il y a plus de 50 ans, si vous voulez, on regardait le continent africain comme ce vaste continent rural, pastoral, et même nos dirigeants pensaient que vraiment la dynamique de nos populations était vraiment dans les zones rurales. En fait, ce qui s'est passé dans les dernières 50 ans, c'est qu'il y a eu une montée en puissance de la population qui s'est jointe aux zones urbaines, que ce soit dans la capitale et même dans les zones urbaines secondaires, dans les villes intermédiaires, comme on les appelle. Et aujourd'hui, nous avons un continent qui est vraiment urbanisé. La ville en Côte d'Ivoire a apparu depuis fort longtemps d'ailleurs, mais c'est à partir, lorsqu'on a commencé à faire les recensements, qu'on a commencé à trouver ce que c'est que la population urbaine, ainsi de suite. Cela veut dire que toutes les villes qui sont créées en Côte d'Ivoire sont parties du milieu rural, bien sûr. Après, ça a évolué en centre urbain et les différentes, comment je peux dire, recensements ont bien défini ce que c'est qu'une ville. Nos villes, quand on fait un peu l'histoire, elles ont un cœur historique qui part de la colonisation. Et l'histoire de nos villes, la plupart des villes ont un cœur colonial. C'est-à-dire qu'au temps colonial, le colon a fait les villes. En fait, il n'a pas fait les villes pour qu'on se développe, pour qu'on soit bien là-dedans. Lui, c'était pour pouvoir récupérer donc, les matières premières. Et donc, le cœur a été créé avec une administration minimale. Et donc, après, avec un marché, et puis bon, presque toutes les villes ont le même cœur. C'est Abidjan qui présente une structuration un peu spéciale. Mais Abidjan est parti de deux délégations municipales qui sont donc à Gamé, Plateau et Treichville. C'était le cœur au temps colonial. Et donc, tout est parti de là. Donc, le colon s'est installé au Plateau. Comme dans les autres villes, au centre-ville, le commandant du cercle est installé avec son bureau et sa résidence à côté et le marché. Et puis bon, si vous voulez, une petite prison quand il en faut. Donc c'était comme ça. Et après, donc, il y a eu une évolution et à l'indépendance, qui a essayé de corriger certaines choses pour que les villes de l'intérieur et la capitale se développent bien. Alors je ne sais pas s'il y a une définition particulière pour la ville ivoirienne. Finalement, elle est une ville parmi tant d'autres. Il y a bien sûr des spécificités. Si on prend Abidjan, il y a une situation, je dirais, géographique déjà, qui ne sera pas la même qu'une ville non côtière. Donc ça permet de déjà catégoriser un petit peu. Après, il y a bien sûr une société qui vit. Et la société ivoirienne ou abidjanaise n'est pas la même que sénégalaise. Donc, je suis très sensible à ces petites différences, mais globalement, on va trouver un peu les mêmes standards partout, puisqu'on va se retrouver sur les mêmes routes avec le même type de voiture à peu près dans toutes les villes. La ville en Côte d'Ivoire
C'est une agglomération de 3000 habitants et qui a un statut politique et administratif, qui a une population de plus d'au moins 50% qui exerce dans le milieu non agricole. Cet ensemble-là qu'on a appelé ville. Bon, d'abord, la ville, d'une manière générale, en Côte d'Ivoire, et comme dans le monde entier, c'est l'espace d'espoir. C'est-à-dire que la ville, pour le rural, c'est la zone où on peut avoir certainement du travail, où on peut bien vivre, parce qu'on a tous les équipements collectifs. Donc, c'est l'espoir de tout le monde. Mais la ville ivoirienne d'aujourd'hui, pour moi, c'est une ville où nous avons toutes les commodités. Aussi bien au niveau des technologies, au niveau de l'infrastructure routière, au niveau de l'infrastructure économique que nous pouvons avoir dans les différentes villes, des villes qui se font respecter. Donc, si nous associons ces différents critères, je pense que nous nous retrouvons dans une ville où il fait bon vivre. Les villes sont classifiées. Alors, on va avoir les grandes villes, les villes moyennes et puis les petites villes. La Côte d'Ivoire a des villes qui sont des villes capitales, des villes importantes. Abidjan, Yamoussoukro, qui est la ville politique. Mais la Côte d'Ivoire a également des villes secondaires qui font l'équilibre entre les différentes régions, entre les grandes régions de la Côte d'Ivoire. Donc autour de ces villes qui sont des villes dynamiques, des villes centres, il y a des villes tertiaires qui sont des villes satellites, qui ont un nombre de population relativement peu important, mais qui constituent une maille urbaine assez importante pour le pays. Mais on a fait une étude en 2015 où nous-mêmes, on veut projeter la notion, on a identifié la notion de villes qui sont des villes, des connecteurs globaux, des connecteurs régionaux et des connecteurs locaux. Donc vous avez des grandes villes qui peuvent être appelées des connecteurs globaux, notamment Abidjan, Yamoussoukro, San Pedro, parce que ces villes-là possèdent des infrastructures d'envergure, des infrastructures qui peuvent compétir avec l'international. Vous avez à Yamoussoukro l'aéroport international de Yamoussoukro, vous avez les grandes écoles. À San Pedro, vous avez le port de San Pedro, un aéroport, etc. etc. À Abidjan, bon, on n'en parle pas, il y a le port et autres. Donc, ce sont pour nous des connecteurs globaux. Et puis après, on a les connecteurs régionaux qui sont des villes qui vont essayer d'exercer avec les villes de la sous-région. Et puis maintenant, on a les connecteurs locaux qui vont être le maillage de la partie urbaine intérieure. Je préfère plutôt l'architecture traditionnelle, peut-être liée à un peuple. Donc je dirais par exemple l'architecture Sénoufo, au nord de la Côte d'Ivoire, l'architecture Tamberma ou des Tata qui se trouvent au nord du Togo et du Bénin. Ce style architectural est très intéressant tout simplement parce qu'il intègre les aspects humains, culturels et très écologiques. C'est l'habitat traditionnel, moi j'aime bien dire. Parce que l'architecture en tant que telle, l'architecture domestique, sont les maisons d'habitation. Donc l'habitat en Côte d'Ivoire varie d'une région à une autre. Et moi je me souviens quand on était petit, il y a des arbres qui ont des grandes racines où les gens, quand ils vont au champ, à un moment donné, ils s'abritent là et puis l'eau ne les touche pas. Pour essayer de classifier, on dira qu'il y a une forme d'architecture traditionnelle dite vernaculaire qu'on pourrait regrouper en 2 ou 3 groupes. L'architecture qui s'est développée dans le sud, avec chez les Akans du Sud, on retrouve chez les Avikam, chez les Hébriers ou chez d'autres peuples dans le Sud. Une forme d'architecture avec des parois en bois, des toitures en forme de paille, des cases, des constructions plutôt rectangulaires. Il s'est aussi développé dans l'Ouest des formes d'architecture plutôt des cases rondes avec des murs en terre crue projetée, communément appelée banco. Un peu plus au nord-est du pays, chez les Lobis, une forme d'architecture difforme. Les épaisseurs de murs seront beaucoup plus épais, on aura des murs en banco beaucoup plus épais.
on aura toujours une structure en bois, des toitures de chaume, de fêtes de paille. Disons, nord-est de la Côte d'Ivoire, ils faisaient des dalles, mais tout en terre. Ils font une dalle dessus, sur la maison, et pendant la période sèche, vous savez, la dalle, elle a cette mauvaise manière d'encaisser, de garder la chaleur la journée. Et puis, elle vous la restitue la nuit. Quand elle commence à se refroidir, quand elle prend la température du milieu ambiant, elle fait descendre toute la chaleur. Et donc, c'est un peuple qui est un peu spécial. Et ils ont une échelle. Et en haut, il y a un tracé. Les mêmes pièces qu'on a en bas, on les a en haut. Et donc, quand il fait chaud, que la chaleur descend, il monte et il se couche au-dessus. Donc, au-dessus, la dalle qui est faite en terre. Très souvent, les formes sont liées à la cosmogonie de certains peuples. Donc, les formes circulaires ou rectangulaires ont toujours des sens particuliers dans cette architecture-là. Chez les Sénoufos, par exemple, les formes circulaires sont beaucoup plus mises en avant. L'élément à partir duquel on fait les normes, c'est la voiture. Hein. La voiture n'est pas africaine. Elle est moderne. Et toutes les rues qu'on fait sont dimensionnées en fonction de la voiture. Aujourd'hui, on est en train de parler de métro qui arrive, mais ce n'est pas africain. Maintenant, ceux qui habitent dedans sont des Africains qui ont des habitudes qu'on essaie d'intégrer. Et donc, est-ce qu'avec notre architecture traditionnelle de l'habitat, est-ce qu'on peut faire une ville moderne avec des tours? Parce que le problème, on ne peut plus revenir en arrière. Le modernisme ivoirien, s'il en a eu, c'est dans les années 50 aux années 70. Il s'est développé une forme d'architecture développée principalement par des expatriés français et européens. Une forme d'architecture moderne qui a précédé plus ou moins les années d'indépendance avec l'intervention des grands noms de l'architecture comme Henri Chaumette, à qui nous devons c'est des grands bâtiments au plateau. Ils vont essayer à leur niveau de retranscrire cette architecture traditionnelle en invitant de la ventilation transversale, des parois, un peu de porosité, donc de la lumière. Ils vont inviter ces concepts d'architecture traditionnelle dans leur façon de procéder. Et par la suite de ces années, il s'est aussi développé une architecture post-moderniste. Quand est-ce que les architectes ivoiriens ont commencé à prendre le relais? Il faut souligner qu'il n'y avait pas d'école d'architecture en Afrique en général, donc ils ont étudié en Occident. Ils ont essayé de mixer aussi, d'apporter encore plus de modernisme. Et aujourd'hui, on est sur une tendance contemporaine beaucoup plus élargie. On aura des toitures de plus en plus plates, des façades de plus en plus lisses. On ira beaucoup à l'essentiel dans certains matériaux. On aura de la ventilation, on aura beaucoup de vitrages. On aura plusieurs formes d'architecture aussi qui se développent sur le sol ivoirien. L'armature urbaine ivoirienne est constituée d'une série, d'un ensemble de villes importantes. Et on peut citer entre autres la capitale économique qui est Abidjan, qui fait à peu près 6 millions d'habitants. Ensuite, nous avons la capitale politique et administrative qui est Yamoussoukro, qui a fait l'objet d'un transfert des administrations, mais qui n'est pas une capitale administrative dans la réalité, puisque le déplacement des administrations n'a pas encore été fait. Ensuite, on a la ville économique, portuaire, qui est San Pedro, qui est au sud-ouest, et qui est la deuxième grande ville économique de la Côte d'Ivoire. Nous avons dans le centre la ville de Boaké, qui est une ville très dynamique, également économique, qui est drainée par le chemin de fer. Et puis au nord, nous avons Korogo, qui est le pôle régional du nord. À l'ouest, nous avons la ville de Mans, qui est le pôle, qu'on peut dire, régional à l'ouest. Et à l'est, nous avons deux grandes villes, nous avons Bondoukou et Abangourou. Donc on peut structurer notre armature urbaine en une dizaine de grandes villes. Quand je dis Yamoussoukro, je dis Abidjan, je dis San Pedro. Ce sont ces villes-là qui peuvent compétir avec les autres capitales, les autres grandes villes des pays africains. Donc c'est pourquoi on appelle les gouverneurs globaux. Quand vous êtes à Yamoussoukro, vous avez ces équipements infrastructures d'envergure
Abidjan, la même chose. San Pedro, la même chose. Donc, ce sont des villes qui sont ouvertes. Toutes les villes sont ouvertes sur l'extérieur, mais ce sont des villes qui sont ouvertes et qui peuvent compétir avec les autres grandes villes des autres pays, quoi. Les trois grands piliers qu'on voit, c'est la gouvernance. Et dans la gouvernance, on va voir plusieurs choses. Non seulement c'est les hommes et les femmes qui vont animer les collectivités locales, nos municipalités et autres. C'est aussi de comment on collecte les recettes pour pouvoir ensuite servir et donner des services aux citadins. Le second élément, c'est la planification, mais pas uniquement la planification dont chaque ville doit avoir un plan d'aménagement urbain, mais aussi comment gérer la croissance. Le troisième pilier, c'est le pilier traditionnel, c'est les infrastructures, où la banque a été très involved dans les villes depuis très longtemps, mais de façon sectorielle. Maintenant, il faut gérer de façon structurée et de façon urbaine. On a une tendance à généraliser aujourd'hui, à dire qu'il y a les mêmes défis partout. Bien sûr, le défi climatique, il est le même absolument partout, mais partout dans le monde. Par contre, localement, les réponses qu'on peut fournir ne sont absolument pas les mêmes, et c'est ça qu'il faut questionner aujourd'hui. Et donc, dans le cas de ville, bien sûr, on a, pour moi, la question numéro 1, elle est la question de l'environnement. Donc, largement peut-être de la durabilité, mais surtout, pour moi, de la ressource, la durabilité de la ressource. Mais pour moi, le défi démographique est une donnée de base, finalement. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est comment avec cette pression de la population, je peux, comme ça, répartir sur un territoire un certain nombre d'habitants et leur donner le minimum vital, c'est-à-dire le minimum d'un point de vue de l'hygiène, ça c'est la chose qui est non négociable, et d'un point de vue de la sécurité. Les villes de la Côte d'Ivoire doivent être développées à recevoir un certain niveau d'investissement pour qu'on arrive à ce qu'on appelle l'équilibre régional, pour que Abidjan ne soit pas la seule ville qui draine tout le monde et pour qu'on puisse avoir un développement harmonieux sur l'ensemble du territoire national. Les enjeux de ces villes-là, San Pedro est tourné vers l'extérieur, doit être tourné vers l'extérieur, Yamoussoukro doit être tourné vers l'extérieur, Abidjan doit être tourné vers l'extérieur. Donc ce sont des villes qui doivent être suffisamment attractives pour compétir avec les autres villes. Donc les enjeux à l'intérieur sont des enjeux d'abord économiques, pouvoir y développer des activités économiques pour maintenir la population sur place, des enjeux de développement d'infrastructures de base pour permettre aux populations de bien vivre et avoir toutes les commodités pour pouvoir mener à bien leur activité. Les connecteurs globaux, idem, doivent être aussi attractifs pour pouvoir compétir. Les connecteurs locaux, qui sont des villes qui sont dans le maillage, et la compétition se passe entre elles. Donc, il y en a cette classification pour permettre de booster l'aménagement du territoire. Parce que quand on fait une telle classification, ce n'est pas pour la ville elle-même, c'est pour que la ville puisse émailler, avoir une assise dans le cadre de l'aménagement du territoire. Et cela peut être une ossature de notre politique future de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, les villes, malheureusement, sont construites très souvent par des politiciens et par des organismes financiers. L'objectif derrière, très souvent, la plupart du temps, ça sera d'avoir de l'argent, de se faire de l'argent, ou de développer des stratégies politiques qui visent à avoir peut-être le plus de suffrages possible aux prochaines élections. Voilà. Certes, c'est très bien, mais ils ne sont pas que les seuls acteurs de la composition d'une ville. Donc dans une ville, il y a des acteurs, déjà il y a les techniciens, qu'il ne faut pas mettre de côté. Quand je parle de techniciens, je parle de techniciens technocrates, je parle des architectes, des urbanistes, des sociologues, des géographes, des ingénieurs, de tout ce panel-là qui parfois n'est pas toujours associé là où il faut, au moment où on prend des décisions qui impactent vraiment sur le visage futur de la ville. La ville, c'est un enjeu. C'est un enjeu. Beaucoup de gens habitent en ville, il faut leur donner les moyens de vivre.
il faut leur donner les moyens d'habiter, il faut leur donner les moyens de circuler. Donc pour nous, c'est important d'agir sur le développement urbain. Le développement urbain, c'est pour nous très, très, très important. Mais souvent, quand on passe à l'échelle urbaine, on oublie cela. On oublie qu'il faut vraiment tenir compte des besoins des personnes. Ce n'est pas juste dans une maison, mais dans une clinique ou bien dans un hôpital qu'il faut penser à l'homme. Il faut penser à l'homme même dans la manière de penser l'espace et de se l'approprier. Parce que si vous avez une ville que vous pressentez être un connecteur régional qui n'a pas d'espace pour zone industrielle, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Et donc, c'est la planification urbaine qui va pouvoir donner ces instruments-là ou bien ces espaces-là à ces villes-là. Donc, quand on parle de connecteurs globaux, en faisant un plan d'urbain directeur, on tient compte de cet aspect. Comment faire pour que cette ville-là soit compétitive? Et donc, en termes de planification, qu'est-ce qu'on projette? C'est la même chose pour le connecteur régional et puis le connecteur local. Donc, la planification qu'on entrevoit sur chaque agglomération dénote de sa classification dans la maturité urbaine. La ville, elle a besoin d'être belle, elle a besoin d'être fonctionnelle, elle a besoin d'être cohérente. Est-ce qu'on peut le faire maintenant? C'est possible. Mais moi, mon problème, c'est qu'on est toujours dans les méthodes classiques. On a les outils classiques. Schéma directeur, on a fait ceci. C'est vrai, c'est ce que l'Occident a fait. Est-ce qu'on ne peut pas penser à autre chose? On prend un secteur de la ville, comme Bingerville, Cocody et Bingerville, on dit c'est un secteur, il y a une jonction entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, on fait des analyses, des vues aériennes, tac, tac, tac. On commence à prendre des décisions. On dit on ne fait plus de lotissement, on n'approuve plus de lotissement. Les lotissements qui sont là sont suffisants. On repense et on va ailleurs, on fait ceci. Il faut être concret. Parce que quand les études durent 3 ans, tout à l'heure, il y a eu un conférencier qui parlait des études. Ça fait 3 ans qu'ils font les études. Les formations qui sont données dans nos différentes écoles ne sont pas en phase aujourd'hui avec les défis aujourd'hui de développement de la Côte d'Ivoire également. Pour le compte de notre profession, sont d'abord la méconnaissance de la profession de géomètre expert par les acteurs d'abord du foncier, à commencer par notre administration elle-même, par la population elle-même également. Et puis, je pense que tout cela aussi dénote le manque de communication de part et d'autre. Les Ivoiriens, avant même qu'on parle de Côte d'Ivoire, ont toujours construit sans l'aide des architectes. Cette culture demeure et est même une difficulté au niveau des architectes. Le marché de l'architecture en Côte d'Ivoire, par rapport à la population et au nombre d'architectes disponibles, ce n'est pas suffisant. Donc on a besoin déjà de beaucoup plus d'architectes. Au niveau des populations, il y a peut-être, je pense, une méconnaissance du métier d'architecte, dans le sens où les populations se disent que c'est un peu compliqué de s'approcher de l'architecte parce qu'il est trop cher et qu'il n'est pas forcément abordable à toute la couche de la société, à toutes les populations. Je pense que le marché de l'architecture, bien même de la construction et du BTP en Côte d'Ivoire a un grand potentiel, mais qui n'est pas assez utilisé, je pense, parce que tout est concentré à Abidjan et l'intérieur du pays est un peu délaissé. Il faut dire que le marché de l'architecture en Côte d'Ivoire est malheureusement différent du marché de la construction et de l'immobilier. Il faut noter qu'une grande partie des constructions se font sans architecte. Il faut faire cette distinction. Le marché se porte plutôt bien. Il y a de nombreux défis, déjà par la reconnaissance du métier d'architecte au sein de la population, qui est déjà un défi à relever. Il faut qu'on arrive à montrer aux Ivoiriens qu'ils ont besoin de l'architecte. Il y a malheureusement, et comme on le dit, la nature a horreur du vide. Lorsque les architectes ne sont pas présents sur un terrain, on ouvre la possibilité ou la porte à d'autres personnes de pouvoir venir s'y installer. Et malheureusement, nous pouvons constater que le taux de réalisation de projets en architecture en Côte d'Ivoire reste relativement faible. La part des architectes était de l'ordre de 20%. Aujourd'hui, ça a légèrement augmenté,
puisque les dispositions qui ont été prises au niveau étatique, notamment avec la commission du permis de construire, font obligation à ce que les architectes soient omniprésents sur tous les projets qui vont se faire. Je pense que déjà, on ne devrait pas différencier hommes ou femmes architectes. On est tous des architectes. On a tous notre place, on a fait les mêmes études, on a mis le même temps de travail, on passe les mêmes diplômes. Donc, je ne vais pas vous répondre à cette question en tant que femme architecte, mais en tant qu'architecte. Je pense qu'on vit dans des villes, les villes africaines qui sont en développement énorme. Comparé à d'autres villes européennes, le taux de développement est très effréné en fait. Et je pense que tous les acteurs de la ville, urbanisme, architectes, politiciens, on a vraiment, au jour d'aujourd'hui, un rôle crucial dans le développement des villes africaines. La femme, de manière générale, a toujours bâti les villes et les villages en Côte d'Ivoire. Cette réalité n'a pas changé. Et je pense même que la place de la femme s'est même améliorée. Aujourd'hui, nous avons les femmes architectes, nous avons les femmes ingénieurs, nous avons les femmes artisans. Et j'invite la population à faire de plus en plus confiance à la femme. Le rôle de la femme est le rôle de tout individu de la société. Maintenant, en tant qu'architecte, c'est de mettre toutes ces valeurs féminines-là, en plus des compétences techniques que la femme architecte, ingénieure ou technicienne aura développées au cours de sa carrière et au cours de sa formation. C'est de mettre cette sensibilité féminine-là et ce regard, cette attention aux détails-là, à la construction de la ville. Alors, est-ce qu'on peut avoir une ville résiliente, durable, inclusive, résiliente, smart? Bien sûr, on sait faire. Bien sûr, on peut l'avoir. Après, il y a des questions, 1, de volonté politique, 2, de choix techniques. Et là, on n'est pas tous d'accord sur les choix techniques. Il y a ceux qui croient que plus on met de technologie, de technicité, plus on va résoudre les problèmes, plus on va mettre de métro, de BRT, de cars, de transport public, plus on résoudra les problèmes. Il faut que nous tous nous comprenions ce qu'on appelle ville durable et plus résiliente. Et cela ne peut se traduire que dans une politique publique urbaine. Il faut qu'on arrive à écrire notre politique publique urbaine. Quand on a écrit ça, où toutes les concepts sont là-dedans, ce qu'il faut faire là-dedans, on pourra bien s'aligner sur des choses et puis le faire. Alors que ce n'est pas encore le cas, on n'a pas encore défini. C'est vrai, on fait les plans, on fait tout ce qui concourt à la planification urbaine, mais on n'a pas encore fait de la politique, on n'a pas encore écrit notre politique publique urbaine. Et lorsqu'on va écrire ça, toutes ces choses-là seront là-dedans et chacun pourra s'aligner là-dessus et comprendre ce que c'est qu'une ville résiliente et une ville durable. Et même toutes les autres politiques peuvent s'inspirer de cette politique publique qui pourrait s'écrire. Donc il nous faut d'abord une politique de la ville, la vision qu'on a de la ville, les grandes orientations. Comment on va le faire? Parce que la ville, il ne suffit pas de construire. Il faut que notre architecture soit humaniste, c'est-à-dire qu'elle prenne en compte l'être humain dans son ensemble et dans ses besoins. Il faut qu'elle soit hédoniste, c'est-à-dire qu'elle participe à une certaine forme du plaisir et du bien-être. Il faut que les gens se sentent bien dans l'architecture, dans la ville dans laquelle ils vivent. Il faut qu'elle soit par la suite holistique, c'est-à-dire qu'une approche beaucoup plus globale et qu'elle tienne compte de plusieurs aspects de notre environnement, que ce soit économique, donc il faut qu'on tienne compte de notre économie, que ce soit culturel, il faut qu'on tienne compte de notre culture et de notre façon de vivre, de nos arts, et même aussi religieux, spirituel, que nous prenions en compte cet aspect, la disponibilité des matériaux. Mais il est important également qu'au niveau des institutions décentralisées telles que les conseils régionaux, il y ait des professionnels, il y ait des architectes, voilà. Parce que ce qui se passe, c'est que malheureusement, dans ces organismes régionaux qui décident de l'aménagement dans ces villes-là, il n'y a pas de professionnels. Donc, il est important que les professionnels soient à chaque niveau, à chaque étape des centres de décision pour qu'ils orientent la vision que les politiques donnent à l'évolution de la ville. Pour moi, il faut vraiment que les Ivoiriens, surtout les acteurs dans le domaine de l'architecture et de la construction, utilisent la culture. Aucun pays ne s'est développé sans utiliser la culture et la Côte d'Ivoire gagnerait à utiliser sa culture. Garder nos cultures, savoir faire le mix entre
côté moderne, la culture occidentale et notre culture ici, et pouvoir développer, si je puis vous dire, développer tout ce qui est high-tech. Et je vous dirais aussi qu'il faut rajouter, du moins sensibiliser les administrés afin qu'il y ait une participation citoyenne. Dans le cas d'Abidjan, par exemple, pour moi, une des frustrations, c'est la qualité du site même autour d'une lagune. Mais l'eau est polluée, c'est un potentiel environnemental incroyable et pour l'instant, on n'en fait strictement rien. Donc on doit, que ce soit pour Abidjan ou d'autres villes, reprendre le potentiel de ces villes et exploiter ce potentiel pour justement changer les choses. Et typiquement, la lagune doit reprendre sa place à Abidjan, ça c'est très clair, et ça correspondrait avec ce qu'on voit dans d'autres villes aujourd'hui, une dépollution des sites, une possibilité de faire un site d'agrément, mais aussi de faire des sites de pisciculture, des choses comme ça qui sont de moins en moins possibles. La ville d'Abidjan n'a aucune cartographie des risques urbains. Pour mieux connaître nos problèmes, en cas de forte pluie, connaître là où il y a possibilité ou risque d'inondation, on n'a aucune catégorie qui nous donne ces informations. Ce qui fait que nous évoluons selon de la planification sans tenir compte de ces risques environnementaux. Donc, premier élément, il faut que nous ayons pour toutes les villes de Côte d'Ivoire au moins une cartographie des risques. Ça nous permet de mieux connaître les problématiques environnementales qui se posent à ces villes. Ensuite, il faudrait que nous puissions développer nos villes en tenant compte d'un certain nombre d'aspects, comme le développement culturel. Les aspects culturels ne sont pas pris en compte dans notre développement. Les aspects économiques, c'est vrai, on a Abidjan, Saint-Pédro qui ont un bon potentiel économique, mais les autres villes de l'intérieur n'ont aucun potentiel économique. Comment on peut rendre une ville fiable sans qu'il y ait, qu'on prenne compte de son potentiel économique? Aujourd'hui, le fait d'avoir des écoles sur notre territoire, sur notre sol africain, permet aux professeurs, aux enseignants de parler d'architecture, mais aussi de contextualiser leur enseignement en architecture. Ils parlent à des gens qui sont intéressés aux réalités de chez eux, et donc forcément ça aura un impact. De ce point de vue-là, la jeunesse, je dirais pas forcément que la jeunesse, mais la population est la première richesse d'un territoire. Quels que soient les projets que nous avons, il faudrait que les individus puissent être des parties prenantes vraiment importantes de ces projets-là. Donc un élève qui est dans une école doit comprendre, une école qui traite de l'aménagement de l'espace urbain, une école où on va former des cadres qui vont impacter sur la vie des autres. Un élève qui est dans une telle école, dans une telle université, doit être conscient de ses responsabilités futures et doit s'investir dans sa formation en tenant compte de cela. C'est-à-dire qu'il doit être conscient que par sa seule existence, il peut modifier positivement le futur de nombreuses autres personnes. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer un projet assez important pour nous, c'est la Cité olympique. Nous avons l'État de Côte d'Ivoire, dans le cadre de l'organisation de la CAN 2023, a construit un stade de 60 000 places qui est MVP, sur un espace de 260 hectares. Nous avons considéré qu'en implantant ce stade, il y avait un effet d'entraînement qui était le développement, la mutation globale de l'espace autour de ce stade. Donc, pour anticiper sur les velléités d'occupation anarchique, nous avons proposé à l'État de développer une cité olympique pour laquelle nous avons fait une étude. Et cette étude est en cours de finalisation. Et cette étude vise à créer autour de ce stade un pôle urbain à vocation sportive, avec des infrastructures sportives nouvelles et d'envergure. Nous, d'abord, au niveau de l'agence Bioarchitecte, nous travaillons de moins en moins sur des projets individuels. Voilà, nous travaillons sur des briques urbaines, c'est-à-dire des parcelles avec plusieurs logements, avec des équipements ludiques, avec la possibilité d'avoir des écoles. Nous faisons beaucoup plus de développement. Voilà. Et l'objectif, c'est d'arriver à créer des espaces mutualisés. Nous avons également engagé une démarche artistique parce que nous estimons qu'en tant qu'architecte, nous devons investir tous les champs de la création. Et ces champs de la création passent également
par la création artistique. Nous avons exposé au niveau de la rotonde d'Abidjan, nous avons exposé au niveau du musée contemporain d'Abobo, qui au passage est le premier et le seul musée contemporain privé en Côte d'Ivoire. Quand un particulier arrive en fonction de sa culture, de la position géographique du site, de la topographie du relief, et bien évidemment des normes qu'on a ici en Côte d'Ivoire, nous essayons de concevoir des projets liés typiquement à la personnalité de l'individu. Parce que le projet doit refléter la personnalité du client qui le commande. L'État de Côte d'Ivoire a décidé de construire un métro sur 37 km entre le nord et le sud d'Abidjan. Et c'est une ligne de métro moderne, non un métro aérien. Et les espaces environnants la ligne du métro, il a été décidé dans ces espaces-là de moderniser l'habitat pour que cette infrastructure moderne qu'est le métro puisse s'inscrire dans un environnement beaucoup plus moderne. À l'école d'architecture d'Abidjan, nous avons plusieurs piliers qui portent notre formation. D'abord, nous avons choisi directement l'axe du développement durable. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas penser architecture sans mettre vraiment l'accent sur le développement durable. Évidemment, l'architecture fait corps avec le développement durable. Quand on parle d'architecture, on parle de résilience automatiquement, on parle de répondre à tes besoins d'aujourd'hui, mais on parle aussi à satisfaire des besoins de demain. Nous, dans notre formation, on met beaucoup en avant le côté pratique, mais on s'appuie aussi sur la théorie. La théorie, surtout dans ce domaine-là, c'est vraiment la sociologie, la psychologie, l'anthropologie. Ce sont des disciplines qui parlent de l'homme, qui expliquent comment l'homme fonctionne, qui expliquent comment l'homme se voit dans son espace. Et ces disciplines-là sont un volet important dans la formation ici à l'école d'architecture. Je pense partout ailleurs dans le monde, mais ici à l'école d'architecture, on a justement cette possibilité de contextualiser aussi et de parler de l'Africain dans ces cours-là. La Banque africaine de développement a participé dans, je peux dire, 3 projets, grands projets ici à Abidjan. Un, c'est la gestion intégrée du bassin versant du Gourou, qui est le projet d'eau assainissement. Le deuxième projet que j'ai participé personnellement, c'est le projet transport urbain d'Abidjan, qui aide pour le 4e pont qui connecte Yopougon au plateau, et ensuite la Y4, qui est la rocade nord de la ville, ainsi que d'autres des échangeurs, des systèmes de transport intelligents. Donc ça, c'est des choses concrètes. Et le troisième qui vient d'être approuvé cette année-ci, c'est le projet d'appui à la mobilisation des ressources propres aux communes de Côte d'Ivoire. La banque a approuvé en 2019 donc le guide pour l'emprunt sous-souverain. Donc les municipalités sont maintenant capables de pouvoir emprunter, évidemment avec des conditions. Mais à la fin du jour, il faut que nos municipalités, nos communes puissent emprunter et lever des capitaux avec des banques locales, surtout en monnaie locale. C'est très important pour pouvoir financer leurs besoins. Et pour ça, il faut que le système marche. Les projets qu'on a, en général, ce sont des projets initiés par l'État de Côte d'Ivoire avec des financements bailleurs. Aujourd'hui, nous avons un grand projet qu'on appelle le PAMOFOR, qui est un projet conduit par l'AFOR, l'Agence du foncier rural, qui a pour objet, naturellement, tout simplement, dans un premier temps, de maîtriser les limites de chaque village et de produire une carte, de fixer les limites entre les différents villages et de produire une carte et de prendre un arrêté. Le deuxième enjeu, c'est de délivrer des titres de propriété sur chaque parcelle objet de certificat foncier dans le foncier rural. Nous avons naturellement également le projet du PAGEF, qui est avec la Direction générale des impôts en partenariat avec nos partenaires Geomatos et TAFAD. Il s'agit de l'optimisation de l'impôt foncier. Il s'agit de foncier également, de la propriété foncière également. Il s'agit d'aller sur le terrain, de produire un plan conforme à la réalité du terrain, d'en faire les différents niveaux des différents bâtis sur le terrain
et de recenser ceux qui sont propriétaires ou locataires pour pouvoir optimiser l'impôt foncier. Covibat a commencé depuis 2094, on veut dire. J'ai été au marché Gouro une fois, puisque je vendais, on a créé vente de Nyamankou ancien où on met les bouteilles en bouteille, on met les fermetures de citron dessus. On allait au marché, il y a une dame qui est venue, elle se débrouillait aussi. Il y a eu la foudre, la pluie, et cette dame est décédée. Quand elle est décédée, elle était enceinte de 3 mois et elle avait un bébé de moins de 2 ans qui est resté sur la pluie. C'est la voisine qui l'a prise. Ce n'a pas été facile pour nous tous. Et je me suis dit, un jour, il faut que je me bats pour que toutes les vendeuses qui sont au marché ici, les femmes qui souffrent, puissent avoir un toit. Et voilà comment l'idée de faire l'entreprise Covibat est née. Covibat est aménageur foncier et promoteur immobilier agréé. On a mis un projet de logement de 5000 logements pour aider les femmes. Mais les 5000 logements ont démarré sur Aoué. Aoué, on fait 98 logements maintenant que nous avons démarré. C'est social, purement social pour aider ces femmes-là. Parce qu'il y a tellement de femmes qui souffrent. Elles sont dans les baraques, dans les quartiers précaires. Comment ne pas les aider? Voilà comment on a commencé ces projets sociaux. Nous avons créé la ville nouvelle de Tabaguié qui va nous permettre de faire 5000 logements là-bas sur Tabaguié. Créer une ville vraiment purement nouvelle qui n'a rien à voir avec les autres villes pour aider toutes les femmes qui sont dans la rue, qui sont un peu partout ou qui sont délaissées en fait. Le numérique aide, bien sûr. Alors, ce qui, moi, m'intéresse, ce n'est pas la force de calcul. Ça, finalement, tout le monde sait faire. Il suffit de gros ordinateurs et on peut tout calculer. Bon, ce qui m'intéresse dans des contextes comme Abidjan, c'est cette intelligence collective et cette utilisation de la technologie à travers un usage qui est négocié socialement. C'est-à-dire qu'on a, pour ne prendre que ces 2 exemples, une utilisation de Facebook et de WhatsApp qui sont extrêmement importantes, peut-être plus importantes qu'ailleurs sur l'ensemble de la planète. Donc on a des spécificités africaines de l'utilisation de WhatsApp, pour prendre cet exemple-là. Et pour moi, c'est un bel exemple de la ville intelligente, c'est qu'on va se saisir d'une technologie. On n'attend pas qu'on développe une technologie pour répondre à quelque chose. On prend la technologie existante et on la combine, on la détourne, on la réinvente au profit d'un usage dont on a besoin. Et ça, c'est ça la véritable Smart City de mon point de vue, et c'est ça la véritable intelligence d'Abidjan, mais aussi de Yaoundé, de Dakar, de Kinshasa, de Nairobi et de toutes les villes. Disons qu'aujourd'hui, le numérique est essentiel et incontournable. Il faut tout simplement s'accommoder, s'adapter et le mettre au cœur de notre métier. C'est en cela qu'aujourd'hui, nous, on a plusieurs technologies. Vous allez parler de drone, vous allez parler de BIM, vous allez parler de... J'en passe. Concernant le drone, ce sont les acquisitions d'images de numérique sur lesquelles nous utilisons aujourd'hui des drones pour faire des acquisitions d'orthophotos, à partir desquelles nous allons faire des extractions pour pouvoir non seulement produire des plans topo classiques, également en fonction du projet. Nous allons, à partir de ces orthophotos-là, nous pouvons élaborer tout type de plans thématiques. Nous avons aujourd'hui au Bénin le studio Bénet, par exemple, que nous venons de construire. Le studio Bénet a pour rôle de pouvoir faire d'abord un travail collaboratif en plusieurs experts sur une même thématique. Donc, il fait intervenir l'ingénieur, l'urbaniste, l'architecte sur un même projet dans le cadre d'un travail collaboratif. Et nous avons là-bas des logiciels, des outils qui permettent de faire des 3D, de faire des propositions de 3D. Disons qu'aujourd'hui, le numérique aujourd'hui peut nous permettre de la surveillance du territoire. Aujourd'hui, je prends le cas de la surveillance des territoires communaux pour les permis de construire. Vous pouvez aujourd'hui ne pas aller développer un SIG et à partir du premier plan que vous avez un fond de carte et vous faites un levé. À partir du drone, vous superposez sur l'ancien plan
tout de suite, quand vous avez une évolution, vous allez vous rendre compte que ici, il y a une évolution. Et donc, vous avez un signal qui va tout de suite vous alerter. Et la commune, sans avoir à faire des patrouilles, pourrait tout simplement cibler les zones d'intervention. Nous utilisons également de plus en plus dans nos enquêtes des tablettes digitales qui permettent en temps réel d'avoir les informations, de les traiter rapidement. Oui, ma vision de la ville africaine de demain, je dirais que ce serait une ville qui est construite avec la population déjà. C'est-à-dire, si nous on veut un mieux-être, asseyons-nous ensemble, prenons-nous par la main, réfléchissons ensemble et construisons ensemble notre mieux-être. Je pense que tous les acteurs de la ville, urbanisme, architectes, politiciens, on a vraiment, au jour d'aujourd'hui, un rôle crucial dans le développement des villes africaines. Chacun doit faire sa part. Voilà. Il faut que chacun fasse sa part pour que l'on arrive à des villes résilientes, à des villes où il fait bon vivre. Une ville ne peut pas se développer ex nihilo. On part de quelque part, on parle d'une histoire. Et cette histoire, il est important de la connaître, de la préserver et de la transmettre aux générations futures. On doit avoir la capacité de donner un nouveau format à nos villes, de donner une nouvelle architecture à nos villes, un nouveau mode de vie, un nouveau cadre de vie. Les architectes en ont la capacité. On a malheureusement trop longtemps travaillé selon des standards classiques, alors que nous avons des réalités. Nous avons peu fait cas dans nos approches méthodiques ou conceptuelles de certaines considérations d'ordre sociologique, d'ordre anthropologique. On veut les inclure désormais dans nos réflexions. La ville de demain, je vois plus des villes inclusives, modernes, qui tiennent compte des réalités culturelles. Même si on garde toujours l'aspect cosmopolite, il faut quand même garder aussi l'aspect culturel de ces différentes localités-là. Ce n'est pas qu'on va raser complètement nos villes pour en faire d'autres, c'est qu'on va essayer de restructurer ce qu'on a. Pour paraphraser Charles Baudelaire dans son poème écrit à Victor Hugo, il dit que les villes, parlant du vieux Paris, changent plus vite que le cœur d'un mortel. Voilà, donc il faudrait qu'on arrive à anticiper ce changement de nos villes. Et c'est là où intervient la résilience, que nos villes soient capables d'anticiper tous les problèmes et de revenir à un aspect normal de façon automatique ou de façon systématique. Ce sont des villes où je pense qu'il fera bon vivre. Il faut qu'il fasse bon vivre. Il faut qu'il y ait des espaces de gaiement, de parcs. On en a très peu, donc il faut qu'on travaille sur les parcs. Et que ce soit des villes sûres, ça c'est important, des villes sûres où les populations sont en sécurité. Les populations doivent être en sécurité. La ville ivoirienne de demain, pour moi, c'est une ville où la population, c'est-à-dire l'individu, le ménage, a un endroit où vivre, où il se sent à l'aise et faire toutes ses activités. La ville de demain, c'est d'abord un foncier maîtrisé, des villes bien planifiées, également le respect des cahiers des charges et des outils de planification qu'on se donnera. Njikato berne mako